Sonia Lagarde, rapporteure de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Madame la présidente, Madame la ministre, Monsieur le Président de la Commission, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été adoptée par le Sénat le 28 mai 2014 dans le cadre d'une journée d'initiative parlementaire du groupe UDI-UC du Sénat. Le groupe UDI a demandé son inscription à l'ordre du jour de notre Assemblée avec l'espoir que sur un sujet aussi sensible, nous puissions dépasser les clivages politiques pour adopter un texte pouvant faire consensus. Les agressions sexuelles sont des infractions particulièrement douloureuses, difficiles à dénoncer et à l'origine de traumatismes psychologiques extrêmement lourds. Le législateur doit savoir tenir compte de ces particularités pour adapter le régime de la répression de ces infractions et faciliter l'action en justice des victimes. Je rappellerai en préambule quelques chiffres. Selon la dernière enquête de victimisation de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, réalisée en 2012, 383 000 personnes majeures âgées de 18 à 75 ans ont déclaré avoir été victimes d'une ou plusieurs agressions sexuelles en 2010 ou 2011, soit en moyenne 191 500 personnes sur une année. Mais en 2011, 23 000 plaintes seulement ont été déposées auprès des services de police ou de gendarmerie et le nombre de condamnations est encore plus faible, 9 950, réparties en 1 250 condamnations pour viol et 8 700 pour agressions sexuelles de nature correctionnelle. Cet écart entre le nombre de faits déclarés dans le cadre des enquêtes de victimisation et le nombre de faits dénoncés et condamnés peut s'expliquer par deux facteurs. Premièrement, près de la moitié des faits sont commis dans le cadre familial, soit par un conjoint ou un ex-conjoint, soit par un membre de la famille. Cela explique que les victimes hésitent souvent à porter plainte, par crainte de ne pas être crues, mais aussi de bouleverser la cellule familiale. Deuxièmement, nombre de victimes, en particulier lorsqu'elles sont mineures, mais pas seulement, sont atteintes par un phénomène d'amnésie traumatique. Pour surmonter le choc et la violence de l'agression subie, les victimes enfouissent les faits dans leur inconscient jusqu'au jour où ces faits refont surface, à l'occasion, par exemple, d'une psychothérapie ou d'un événement tel qu'un décès, une naissance ou encore une autre agression. L'amnésie peut aussi avoir été causée par l'utilisation par le violeur de drogues qui font perdre à la victime la conscience de ce qu'elle se voit infliger. Dans une certaine mesure, la loi tient déjà compte de la situation particulière dans laquelle se trouvent les victimes d'agressions sexuelles en prévoyant, au bénéfice des victimes mineures au moment des faits, des règles dérogatoires en matière de prescription de l'action publique. Enfin, le délai de prescription est allongé de 10 à 20 ans pour les crimes et de 3 à 10 ans, voire 20 ans pour les délits, et le point de départ de la prescription est reporté au jour de la majorité de la victime. Mais ces règles ne sont pas toujours suffisantes pour permettre aux personnes ayant été victimes lorsqu'elles étaient enfants d'agir en justice. Il n'est pas rare que la prise de conscience d'infractions sexuelles vécues pendant l'enfance intervienne après l'âge de 40 ans, trop tard pour permettre à la victime d'agir en justice contre l'auteur des faits. En outre, ces règles ne sont pas applicables aux majeurs, pour lesquels les délais de prescription de 10 ans pour les crimes et 3 ans pour les délits ne font l'objet d'aucun aménagement. Partons de ce constat. La proposition de loi déposée par Muguette Dini, Chantal Joanneau, Françoise Oqueto, Michel Mercier et le groupe UDI-UC du Sénat proposait pour toutes les infractions sexuelles, que la victime soit mineure ou majeure, de reporter le point de départ de la prescription de l'action publique au jour où les faits étaient apparus à la victime dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique. Cette règle aurait remplacé la règle actuelle du report du point de départ de la prescription pour les infractions sexuelles subies par les mineurs au jour de leur majorité. Mais ce texte soulevait deux difficultés.
La première difficulté tenait au fait qu'il faisait régresser la situation des victimes mineures en supprimant le bénéfice du report de la prescription au jour de leur majorité, qui aujourd'hui s'applique de plein droit. La seconde difficulté tenait à la rédaction du texte, qui n'était pas assez précise et encourait un risque de censure constitutionnelle pour atteinte au principe de l'égalité des délits et des peines, d'égalité devant la loi et de nécessité des peines. Pour ces raisons, le Sénat a, sur l'initiative du rapporteur Philippe Kaltenbach et avec un avis de sagesse du gouvernement, modifié le texte de la proposition de loi pour substituer à la nouvelle règle de report qui était proposée un allongement des délais de prescription pour les faits commis contre les mineurs, en conservant la règle actuelle de report du point de départ à la majorité. Dans le texte adopté par le Sénat, les délais passeraient de 20 à 30 ans pour les crimes et de 10 à 20 ans pour les délits, à 20 ou 30 ans selon la nature du délit concerné. En tant que rapporteur de la proposition de loi, je considère que ce texte va dans le bon sens et devrait pouvoir faire consensus parmi nous. Le 12 novembre dernier, la commission des lois avait adopté la proposition de loi, les membres du groupe SRC s'étant abstenus sur le vote des articles et le vote final. Plusieurs membres de ce groupe avaient fait valoir qu'une réforme globale du droit de la prescription leur paraissait nécessaire, et le président de la commission avait proposé de confier à nos collègues Alain Tourret et Georges Fenech une mission d'information sur cette question en vue de l'élaboration d'un texte global. Aujourd'hui, le dépôt d'une motion de rejet préalable par nos collègues socialistes laisse malheureusement présumer un rejet de cette proposition de loi. Pour ma part, je considère que le fait de mener une réflexion globale sur la prescription et l'adoption de ce texte sont tout sauf incompatibles. La proposition de loi, telle qu'elle a été adoptée par le Sénat, puis par la commission des lois de notre Assemblée, s'inscrit au fond dans la continuité d'évolutions antérieures. Elle constitue donc une évolution, mais pas une révolution, à la différence du texte initial de la proposition de loi qui était effectivement très novateur. Or, cette évolution, faut-il le dire et le rappeler, est très attendue par les victimes, dont le désarroi est immense lorsqu'elles découvrent qu'elles ne peuvent plus porter plainte parce que le délai de prescription est clos. L'argument du dépérissement des preuves, avancé par vous, Madame la Ministre, en réponse à la question que je vous ai posée avant-hier lors de la séance de questions au gouvernement, ne me convainc pas. Avec les progrès de la police technique et scientifique, avec le suivi médical des enfants qui ont été victimes de viols ou d'agressions sexuelles, il peut être possible de prouver les faits 30 ans après leur commission, aussi bien que 20 ans après celle-ci. 10 ans qui n'ont donc, finalement, que peu d'effet sur l'état des preuves, mais 10 ans qui peuvent faire une différence considérable pour les victimes. La différence entre l'amnésie, c'est-à-dire concrètement l'incapacité à porter plainte à la conscience des faits, et à la possibilité de dénoncer effectivement les faits terribles qu'elles ont pu subir, et donc tout simplement d'obtenir justice. Mes chers collègues, aujourd'hui, je ne vous demande pas de choisir entre le respect des principes fondamentaux qui gouvernent légitimement le droit de la procédure pénale et celui que nous inspirent ces victimes et leur soif de justice. Ce n'est pas aujourd'hui l'objet de notre débat, car entre ces deux exigences, le Sénat a montré qu'il existait un chemin, et le Sénat nous a montré qu'il a ouvert la voie. Aujourd'hui, il s'agit donc d'offrir une réponse à la fois immédiate, simple et concrète à une détresse que nul ne peut nier. C'est pour ces raisons, mes chers collègues, que je vous demande d'adopter cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci. Madame la rapporteure, vous souhaitez prendre la parole ?
Merci, Madame la Présidente. S'il vous plaît, Mes chers s'il vous collègues, plaît, un peu de silence. Seule la rapporteure a la parole. Mes chers collègues, juste quelques mots, simplement en réponse à Colette Capdevielle et sur l'argumentation qu'elle vient de développer. En commission, comme lors de la discussion générale que nous venons d'avoir sur cette proposition de loi, nombre de collègues sont intervenus pour souligner combien le sujet auquel nous sommes confrontés constitue une vraie question et combien il nous appartient en tant que législateurs d'entendre ces victimes et de leur apporter les bonnes réponses. Je ne reviendrai pas sur l'étonnement qui est le mien à voir le groupe socialiste déposer une motion sur ce texte pourtant adopté avec les voix des sénateurs socialistes, alors représentés par notre ancienne collègue Catherine Génisson. Je veux simplement souligner l'incohérence de la position qui est la vôtre aujourd'hui, mes chers collègues du groupe SRC. En matière de crimes et délits sexuels sur les mineurs, notre droit connaît d'ores et déjà un régime de prescription dérogatoire compte tenu des phénomènes que je viens de rappeler. Ce texte, comme je l'ai dit, ne constitue en aucun cas une révolution. C'est simplement une évolution qui vise à adapter notre droit à un phénomène qui est désormais documenté scientifiquement et que l'on nomme l'amnésie traumatique. À plusieurs reprises, le législateur a manifesté son intention de tenir compte de la spécificité de ces faits et de celle de ces victimes pour aménager le régime commun de la prescription. Aujourd'hui, il ne s'agit donc que de pousser un cran un peu plus loin et en aucun cas de bouleverser l'équilibre général. J'ajouterai enfin, au risque de me répéter, que nous discutons d'un texte qui est attendu des victimes et qui constitue une réponse à la fois immédiate et concrète à leur détresse. En tout état de cause, c'est un très mauvais signal que vous adresseriez aujourd'hui aux victimes et aux associations qui se sont mobilisées sur ce texte. Et enfin, je voudrais rappeler quelque chose qui me tient à cœur. Étant une élue d'outre-mer, de Nouvelle-Calédonie, j'ai tout simplement envie, comme l'a fait Maïna Sage tout à l'heure, vous rappeler que dans le pays dans lequel je vis, les femmes, et en particulier les femmes kadak, sont soumises à une vraie problématique qui est celle des violences. Je rappelle tout simplement que, en termes de violence, en Nouvelle-Calédonie, une femme sur 4 est battue. Et si on compare à la France métropolitaine, c'est 1 sur 10 qui est battue. Donc, ces violences auxquelles subissent tous les jours, on parle des violences physiques, mais aussi je voudrais parler de viol ou d'agression. Et Madame la Ministre, vous l'avez rappelé vous-même, nous sommes dans un pays qui est petit, en Nouvelle-Calédonie, où tout se sait, et où en particulier dans un monde kanak, il est absolument difficile, extrêmement difficile, de dénoncer et voire de porter plainte. Et si cette proposition de loi était adoptée, eh bien, son dernier article prévoit bien évidemment son extension à ces territoires et en particulier en Nouvelle-Calédonie. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous invite vraiment à rejeter cette motion pour passer au fond du sujet et à l'examen des articles de cette proposition de loi. Je vous remercie.